Bonjour et bienvenue dans cette émission du 2 octobre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais évoquer cet événement exceptionnel de l'audition par la Commission des affaires juridiques de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg hier de Julian Assange. Nous avons consacré au cours du temps un certain nombre d'émissions à ce journaliste australien qui avait fondé Wikileaks et qui s'est retrouvé embastillé dans des conditions abominables à la prison britannique de Belmarsh. Rappelons que le rapporteur à la torture du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait conclu au fait qu'il était torturé pendant des années et des années. On sait qu'il a été libéré à la faveur d'un deal que nous allons aborder au cours de cette émission. Et donc hier, il a été auditionné après 14 ans de détention, après avoir risqué 175 années de prison. Et il a d'emblée annoncé « Ma naïveté résidait dans ma croyance en la loi. En fin de compte, les lois ne sont que des morceaux de papier et elles peuvent être réinterprétées à des fins politiques. » Ô combien. Alors rappelons que le Conseil de l'Europe est quelque chose d'autre sur le plan institutionnel que l'Union européenne. C'est une organisation intergouvernementale qui regroupe aujourd'hui 46 États, dont les 27 membres de l'Union européenne. Il représente plus de 800 millions d'Européens. Et M. Assange a bien sûr remercié les soutiens qui ont œuvré tout au long des années pour sa libération. Dieu sait si ce fut une œuvre de longue haleine. Il a exprimé que c'était un défi pour lui de parler en public après des années passées en isolement carcéral où sa seule priorité était de chercher à survivre et à préserver sa santé physique et psychique pendant que d'autres détenus à Belmarsh, qui est une prison qui devrait faire honte à l'Occident contemporain, se suicidaient. Et que le processus de reconstruction dans lequel il est engagé, bien sûr, est lent et sera long. Il a d'emblée également exprimé que lorsqu'il avait fondé Wikileaks, il était animé d'un rêve simple, dit-il, éduquer les gens sur le fonctionnement du monde afin que grâce à la compréhension, nous puissions créer quelque chose de meilleur. Lorsque nous avons une carte de où nous sommes, nous pouvons mieux comprendre où aller. Et bien sûr, les téléspectateurs familiers avec cette chaîne reconnaîtront les piliers de la salutogenèse. L'intelligibilité est nécessaire pour pouvoir s'orienter dans le monde. Et alors que les merdias, je suis désolé, mais je n'ai pas d'autre terme pour décrire l'univers médiatique corrompu qui sévit actuellement en Occident, ne cessent de désinformer, de chloroformer et de manipuler l'opinion, eh bien oui, Julian Assange s'était donné cette tâche, mais évidemment en ne mesurant pas, sans doute, la réalité de la réponse qui allait s'abattre sur lui. Et ce qui était magnifique dans cette prise de parole, c'est qu'il n'a absolument pas transigé sur l'essentiel, en disant notamment « Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui parce qu'après des années d'incarcération, j'ai plaidé coupable de journalisme. J'ai plaidé coupable d'avoir cherché des informations auprès d'une source. » Alors oui, à mettre au regard de la trahison des merdias, mais avec un clin d'œil et un chapeau bas au passage à la galaxie qui s'est constituée récemment des médias indépendants et citoyens qui ont pris le relais. Alors je vais vous passer un court extrait traduit avec des sous-titres en français de l'intervention de M. Assange, et là encore vous pouvez voir qu'il n'a pas esquivé le fond du sujet et notamment la manière dont les pays soi-disant démocratiques en Occident ont été colonisés par un empire américain clairement fasciste dans son essence, c'est-à-dire bradant la sphère publique et l'État aux intérêts privés, et voici notamment ce qu'il a révélé en cours de route. By March 2017, WikiLeaks had exposed the CIA's infiltration of French political parties, its spying on French and German leaders, its spying on the European Central Bank, European economics ministries, and its standing orders to spy on French industry as a whole. We revealed the CIA's vast production of malware and viruses, its subversion of supply chains,
its subversion of antivirus software, cars, smart TVs, and iPhones. CIA Director Pompeo launched a campaign of retribution. It is now a matter of public record that under Pompeo's explicit direction, the CIA drew up plans to kidnap and to assassinate me within the Ecuadorian embassy in London, and authorized going after my European colleagues, subjecting us to theft, hacking attacks, and the planting of false information. My wife and my infant son were also targeted. A CIA asset was permanently assigned to track my wife, and instructions were given to obtain DNA from my 6-month-old son's nappy. This is the testimony of more than 30 current and former US intelligence officials speaking to the US press, which has been additionally corroborated by records seized in a prosecution brought against some of the CIA agents involved. The CIA's targeting of myself, my family, and my associates through aggressive extrajudicial and extraterritorial means provides a rare insight into how powerful intelligence organizations engage in transnational repression. Donc vous voyez, quand Pierre Barnerias, dans son fameux documentaire, parlait de hold-up, c'était une partie immense de la vérité. Il y a eu un hold-up sur la richesse des États, des nations et des populations au cours des dernières années. Et ce hold-up n'est pas terminé, mais il y a également un coup d'État planétaire, comme je l'ai décrypté et présenté dans mon livre « La fabrication du désastre ». Tout cela est délibéré, avec notamment une infiltration de tout l'écosystème de communication, de sorte qu'il n'y a plus aucun canal de communication privé entre les citoyens. L'État est devenu totalitaire, et évidemment que c'est ce qui le conduit à attaquer avec la violence dont il est capable des personnalités comme Julian Assange et tant d'autres. Alors l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo demande « Mais que fait la justice ? On entend que la France est complètement infiltrée par la CIA, que le gouvernement est à sa solde. » L'infiltration de la CIA est partout, explique-t-il, et sans peu de risque de se tromper. On pourrait dire qu'en France, elle est dans nos ministères, notre gouvernement est peut-être plus haut. Eh bien, que fait la justice ? Elle est évidemment aux abonnés absents, ou plutôt elle est également colonisée et asservie par les intérêts en question. Julian Assange a également révélé, on le savait déjà grâce au travail de l'ancien sénateur suisse Dick Marty, qui s'est énormément bougé sur ces questions-là, au péril de sa vie. La CIA détient des centres de détention secrets et a mené des actions illégales sur le sol européen, violant les droits de l'homme et le droit international. En février de cette année, la source présumée de certaines des révélations de Wikileaks sur la CIA, l'ancien agent de la CIA Joshua Schulte, a été condamné à 40 ans de prison dans des conditions d'isolement extrêmes. Ses fenêtres sont noires et une machine à bruit blanc fonctionne 24 heures sur 24 devant sa porte pour qu'il ne puisse même pas crier à travers. Ces conditions sont plus sévères que celles que l'on trouve à Guantanamo Bay. Et je crois effectivement que dans une perspective longitudinale, il faut bien observer l'autorisation de la torture et de la séquestration arbitraire, sans jugement, sans droit de se défendre, qui a été autorisée aux États-Unis après les attentats du 11 septembre, dont on peut quand même imaginer la provenance aujourd'hui sans grand risque de se tromper, eh bien a été la pilule à faire passer aux opinions publiques occidentales pour banaliser la réalité de ce genre de fait, et ce processus d'accoutumance au pire est en train de se poursuivre de mois en mois, d'année en année. Et Julian Assange observe la réalité de la perte de nos libertés, et notamment de la liberté d'expression. Alors que je sors du cachot de Belmarsh, dit-il, la vérité me semble désormais moins perceptible, et je regrette tout le terrain perdu pendant cette période. La façon dont l'expression de la vérité a été minée, attaquée, affaiblie et diminuée. Je vois davantage d'impunité, davantage de secrets, davantage de représailles pour ceux qui disent la vérité et davantage d'autocensure. Il est difficile de ne pas tracer une ligne entre les poursuites judiciaires intentées contre moi par le gouvernement américain, qui franchit le Rubicon en criminalisant le journalisme à l'échelle internationale, et le climat glacial de la liberté d'expression qui règne actuellement. Et bien sûr, il nous invite tous à nous engager sans état d'âme, sans peur,
pour faire notre part, pour que ce qu'il nous reste de liberté d'expression soit conservé à tout prix, et qu'il ne soit plus possible qu'on cesse de réduire au silence les voix qui ont des choses à dire qui concernent l'intérêt collectif, qui concernent le bien commun. Alors, prisonniers politiques, torturés par ceux qui nous colonisent et nous asservissent, Julian Assange a connu aujourd'hui la bonne surprise de l'adoption par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'une résolution sur, je cite, la détention et la condamnation de Julian Assange et leurs effets dissuasifs sur les droits humains par 88 voix pour, 13 voix contre, il y en a quand même, et 20 abstentions, les lâches sont toujours présents, qui reconnaissent le fait qu'il a été un prisonnier politique. Et Tribune Populaire, que je remercie, dit « En effet, honte éternelle aux journalistes qui n'ont jamais levé le petit doigt pour défendre Julian Assange. » Thank you. Cela répare-t-il 14 ans de traque et d'enfermement, de torture, de persécution ? Bien sûr que non. Mais d'un autre côté, il faut mettre au crédit d'Assange d'avoir été affronter ceux qui, même au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'ont si peu soutenu pendant toutes ces années pour aider à mettre en lumière et à faire émerger à la vision de tous la réalité des procédés ignobles dans lesquels sont engagés actuellement nos États. Alors je remercie Tribune Populaire qui a publié sur sa chaîne YouTube l'intégralité du discours d'Assange hier devant la commission, sous-titré en français. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance. Bien sûr que c'est en soi une circonstance infiniment heureuse. Yanis Varoufakis, vous savez, l'ancien ministre des Finances de la Grèce, qui avait cherché à défendre l'indépendance du pays au moment où le diktat de Bruxelles s'abattait sur elle, qui a souvent rendu visite à Julian Assange à la prison de Belmarsh, a réagi en disant « C'est si bon de revoir Julian sur la scène publique. C'est si triste pour nous tous qu'il ait dû plaider coupable de journalisme pour pouvoir être parmi nous. Comme il l'a dit, aucun journaliste européen, africain, asiatique ou latino-américain n'est désormais à l'abri d'un régime américain déterminé à cacher des crimes contre l'humanité. » Et bien sûr, merci à Alexis Aube de rapporter cette autre parole d'Assange. Quand on regarde Internet du point de vue des gens au pouvoir, ces 20 dernières années ont été terrifiantes. Ils ont vu débarquer Internet comme une maladie qui les prive de leur capacité à définir le réel, et d'où la guerre féroce, menée notamment par la Commission européenne contre la liberté d'expression. Et il faut vraiment revenir inlassablement sur ce rôle dégueulasse, je n'ai pas d'autre mot, de la presse. C'est une honte absolue. Ces gens ne doivent pas pouvoir s'en sortir. Actuellement, en Belgique, Alexandre Ponas, le rédacteur en chef de Kairos Presse, relève que le directeur de la principale chaîne de radio-télévision publique belge, c'est-à-dire la puante RTBF qui fait du journalisme de fumier, et son directeur d'information, ça fait longtemps qu'ils n'en font plus, porte plainte contre un journaliste de Kairos. Alors que les faits contestés sont avérés, c'est quand même peut-être qu'il commence à avoir peur, non ? Impossible de vous en dire plus maintenant, on en saura davantage dans les jours qui viennent. Mais voyez jusqu'à quel point ces gens qui ont quitté toute honnêteté intellectuelle, toute pudeur, qui ne sont plus que cynisme, corruption et malfaisance, jusqu'à quelles extrémités, dis-je, ils sont capables d'aller. Et oui, osons les appeler journalopes, c'est plutôt gentil, ou journaputes, ça c'est plutôt méchant pour les travailleurs du sexe. Et avec des exemples, il s'agit vraiment de faire la pédagogie de ce que nous énonçons ici. Par exemple, New York Times, très gros média corrompu, au service de l'État profond. Voyez, d'un côté, l'invasion de l'Ukraine, comment la Russie a attaqué et qu'est-ce qui va se passer. Il faut quand même rappeler que la Russie a, entre guillemets, envahi des provinces russophones qui étaient bombardées par les forces de Kiev. Bon. Et puis, par rapport à ce qui se passe actuellement au Liban, Israël envoie des troupes au sud du Liban. Vous voyez, ils n'envahissent pas, ils n'attaquent pas, ils envoient des troupes, mais dans un territoire qui n'a rien à voir ni avec l'État hébreu, ni avec le judaïsme, ni avec une population qui leur demanderait d'intervenir. Et donc, là, nous sommes dans le journalisme putassier, lui aussi devenu la norme.
Et dans cette dérive évidemment totalitaire de nos pays, donc on vient d'apprendre que la vidéosurveillance algorithmique expérimentée pendant les Jeux Olympiques va être généralisée par le gouvernement Barnier. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Didier Maisto nous donne la recette. Première étape, nous on prévient, il va se passer ceci. Deuxième étape, les chiens de garde du système, c'est-à-dire surtout les journalopes et les politiciens véreux, nous traitent de tous les noms. Étape 3, ce qu'on a annoncé se produit, bah oui. Étape 4, les chiens de garde aboient que c'est seulement une expérimentation à titre provisoire. Et étape 5, en l'occurrence c'est celle dans laquelle nous sommes pour la vidéosurveillance, ça devient définitif. Et au bon tweet français, s'interroge, et je crois que nous pouvons tous partager cette interrogation, cela vaut-il vraiment le coup de payer la moitié de ce que tu gagnes pour avoir le droit de vivre dans un pays qui veut te ruiner, te faire bouffer de la merde ou des insectes, t'injecter des poisons et te faire revenir à l'âge de pierre pour des menaces imaginaires. Et de nouveau, le fer de lance de la truanderie absolue dans laquelle nous sommes, c'est ce monde journalistique, qui n'arrête pas de s'en prendre aux personnes qui cherchent à alerter ou qui ne cèdent pas à l'endoctrinement. Et hier encore, à Genève, Chloé Framery s'est rendue au tribunal dans le cadre d'une plainte qu'elle a portée contre 2 journalistes. Alors, vous voyez, 2 gros titres d'aujourd'hui, Tribune de Genève, Chloé Framery opposée à 2 journalistes. Là, on est dans quelque chose d'encore raisonnablement objectif. Et puis le Temps, c'est ce qui fut, je le rappelle, un média de référence et qui aujourd'hui n'est plus qu'un gros tas de fumier puant au service de l'industrie de guerre et de destruction de nos pays. Lisez le titre dont ils sont capables aujourd'hui, Complotisme et antisémitisme, le cocktail détonnant qui oppose Chloé Framery à Heidi News. Donc ils avaient commencé il y a longtemps de rebelle à martyr la trajectoire fulgurante de Chloé Framery par un dénommé Grégoire Barbet, journaliste, enfin journaliste non, n'exagérons rien, je dirais que ces articles sont aux journalistes ce que le fumier est à la parfumerie, pour résumer un petit peu dans les lignes de force. Et bien sûr, toujours, figure incontournable des coronasceptiques et autres complotistes, elle dit qu'elle est victime d'une cabale, etc. Elle se met dans le rôle de l'offensé, bah oui, jouer à la victime, c'est tellement agréable. Tout ça contre Serge Michel, rédacteur en chef de Heidi News, qui a été le pire média en ligne de propagande en Suisse de toute la crise Covid. Ils n'ont fait que désinformer sur le plan scientifique, tout en agressant et harcelant, bien sûr, les quelques personnes qui gardaient raison. Et puis voyez le titre dont le Temps a été capable. Il faut savoir que le Temps et Heidi appartiennent aux mêmes propriétaires, qui sont censés être des philanthropes veillant à ce qu'un journalisme de qualité puisse subsister en Suisse romande, mais en réalité, bien sûr, ne sont plus que des officines au service de l'industrie de la guerre et de la mort. Voici le titre dont le Temps s'est rendu capable. L'égérie des coronasceptiques s'estime diffamée par plusieurs articles de Heidi News qui pointent sa propension à diffuser des contenus antisémites. Les journalistes plaident leur acquittement, récit d'une audience animée. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec la presse. L'égérie des coronasceptiques, on tag, on étiquette, on disqualifie d'emblée la plaignante, s'estime diffamée, oui, elle a porté plainte pour diffamation, pour des articles qui pointent sa propension à diffuser des contenus antisémites. Le Temps dans le rôle du juge, mais du juge partial, comme l'étaient les juges qui maintenaient Julian Assange en prison. Et franchement, journalope et journapute du Temps, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte de continuer à vous rouler dans un tas de fumier comme vous êtes en train de le faire, en prétendant que c'est un bain régénérant spa qui permet de porter de la bonne information au public. Et c'est généralisé, nous le savons. Myriam Palomba, journaliste, a exprimé « Quand j'ai voulu aborder la pédocriminalité dans le showbiz et les élites politiques, je me suis pris des insultes, du harcèlement. Je ne validais rien, pourtant je disais juste qu'il n'était pas dément d'enquêter sur des sujets aussi fous puissent-ils paraître, ne serait-ce que pour vérifier leur véracité. Je croyais que c'était le boulot de tout journaliste. » Bref, tout commence à sortir et on n'est pas au bout de nos surprises, malheureusement. Parce qu'effectivement, autour de l'incarcération récente de Puff Diddy, qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, je vous livre la prise de parole d'un avocat texan qui dit « Il y a 3285 plaignants qui affirment avoir été les victimes
de Puff Daddy dans toutes sortes d'affaires de viols divers et variés. La liste concernée comprend des noms liés à l'industrie pharmaceutique, mais également les banques, les hôtels et bien sûr tout le milieu du show business. Et donc après nous être fait traiter de complotistes pendant des années, l'affaire judiciaire est encore en train de sortir dans une envergure qui n'était même pas mesurable par les plus complotistes d'entre nous. Et que va faire la presse? Eh bien, on attend les dernières productions de fumier. Et Myriam Palomba témoigne à quel point c'est dur pour elle de ne plus faire son travail comme avant. Elle a toujours voulu être journaliste, elle a fait des études, elle a travaillé dur. Bon, elle a un caractère, elle supporte pas l'injustice, bravo, c'est une qualité. Mais elle a gravi les échelons car on respectait son professionnalisme et on louait ses compétences. Et puis, il y a eu la crise sanitaire et certains sujets auxquels il ne fallait pas toucher parce que les chiens de garde du tas de fumier étaient là pour aboyer et mordre tous ceux qui s'y aventuraient. J'ai pas pu me taire car j'adore enquêter, fouiller et surtout je croyais en la liberté d'expression, en la démocratie dans mon pays. Quelle belle erreur ai-je faite? Ils ont sali mon image, m'accusant du pire et m'empêchent aujourd'hui de faire ce que j'ai fait pendant 25 ans avec passion. Mon métier me manque, travailler en équipe me manque, que mes anciens collègues ou patrons me tournent le dos, me blesse profondément. Mais je ne m'excuserai jamais d'avoir fait mon travail. Et c'est le cas de toutes les personnes intègres. Alexandra Henrion-Caude a réagi à ce message de Myriam Palomba en disant « Mais comme je te comprends, c'est super dur pour moi aussi de ne plus faire mon travail comme avant. Bon, c'est vrai, j'ai mon petit caractère, je ne supporte pas l'injustice et je l'ai ouverte à chaque loi de bioéthique. Mais j'ai gravi les échelons car on respectait mon professionnalisme et on louait mes compétences et mes découvertes. Et puis, il y a eu la crise sanitaire et certains sujets auxquels il ne fallait pas toucher. Je n'ai pas pu me taire car mon métier, c'est de chercher, d'étudier, et j'accorde l'importance au partage, à la disputatio. Mais j'ai cessé de croire en la liberté d'expression et les règles élémentaires de mon pays en février 2020, car les journalistes savaient à l'avance le vendredi ce qui serait voté le lundi à l'Assemblée. Ils ont sali mon image, m'accusant du pire et m'empêchent aujourd'hui de faire ce que j'ai fait pendant 30 ans avec passion. Mon métier me manque avec des collaborateurs dignes de ce nom, donc ne pensant pas tous pareils, et n'ayant pas de conflit d'intérêts ou ne se trompant pas de métier. Que mes anciens collègues ou étudiants me tournent le dos me blesse profondément, mais je ne m'excuserai jamais d'avoir fait mon travail. Et oui, nous sommes innombrables à avoir dû renoncer à nos activités et positions. Tous les esprits libres et ouverts ont été impitoyablement écartés, attaqués, harcelés, diffamés par les médias principalement, et exclus par les auteurs et complices de la dérive en cours. Et maintenant, même de la part de personnes qui se prétendent dans nos rangs, qui se prétendent faire partie de la dissidence. Donc voilà, je rends hommage et je remercie Myriam Palomba, Alexandra Henrion-Caude et tous les autres, bien sûr Chloé Framery, qui est une lanceuse d'alerte, Denis Agret, qui vient d'être suspendu, nous y viendrons. Mais je leur rappelle seulement, voilà, la roue tourne et tôt ou tard, tout sera dévoilé en pleine lumière, haut les cœurs. Car oui, le médecin de Montpellier, Denis Agret, vient d'être radié définitivement de l'ordre des médecins. Pendant que Véran et Marty, rappellent Vérity France, qui ont raconté n'importe quoi pendant des mois, eux jouissent d'une impunité totale. Alors il y a une pétition qui a été lancée pour le maintien de la capacité du docteur Denis Agret d'exercer la médecine et sa réinscription urgente au tableau de l'ordre des médecins. On comprend qu'on est dans le goulet d'étranglement de la dérive. Alors il faut signer cette pétition et la faire circuler, mais on sait que cela va prendre du temps. Par contre, tôt ou tard, tous ces gens persécutés seront reconnus dans le fait que non seulement ils avaient vu juste, mais qu'ils ont su tenir à travers les épreuves, et notamment ce déferlement de bouse et de fumier qui leur a été adressé. Parce que pendant ce temps-là, vous voyez, Myriam Palomba continue son travail de journaliste sur les réseaux sociaux. L'hôpital en France est devenu un mouroir. À une certaine époque, relève-t-elle, on accusait les non-vax d'être responsables des annulations d'opérations. Mais la réalité, c'est qu'ils ont détruit l'un des services publics les plus importants de notre pays par économie et un des plus enviés au monde, il faut quand même le rappeler, comme ils sont aussi en train de le faire avec l'école. Et ce n'est pas fini. Si j'étais au bon tweet français, je dirais, voilà, et en rebondissant notamment sur un article du Parisien qui relève « La terre s'est écroulée sous mes pieds, 2 greffes annulées à cause d'un manque de personnel à Toulouse ». Et on se souvient
de la parole de Macron disant « Nous n'avons pas encore tout détruit, mais nous sommes en chemin ». Rendons hommage également à Rainer Füllmich, l'avocat allemand, qui en est à la 32e séance de son procès, un procès qui ne devrait même pas avoir lieu. Je remercie la journaliste Kerstin Heusinger et Cécile Maïchak du Doctoton de Zumani qui m'a mis en contact avec elle. J'avais prononcé quelques imprécisions quant à la réalité de la situation judiciaire dans laquelle est maître Füllmich. Alors, il n'y a rien de très différent sur le fond, mais il y a des détails qui importent, notamment le fait que Viviane Fischer, son ancienne associée, ne s'est pas associée à la plainte contre lui. Ici, vous le voyez en compagnie de ces deux avocats. Je remercie Kerstin Heusinger de m'avoir transmis ce cliché. Il est toujours extrêmement combatif. Il est également toujours en quartier de haute sécurité à l'isolement. Et savez-vous pourquoi ? Kerstin m'en a informé. Parce qu'en fait, dans la prison où il était, il avait commencé à donner des conseils juridiques aux autres détenus. Et donc, les autorités pénitentiaires n'ont pas supporté qu'il donne des idées de défense légale à ses compagnons d'infortune dans ce milieu carcéral. Il y a aussi un coup monté absolument évident, on se doute du résultat. La justice dans nos pays est aux ordres de la CIA, de l'OTAN et de l'État profond, mais en tout cas pas de l'État de droit et de l'ordre juridique. Et d'ailleurs, on sait qu'en France même, l'intangibilité de l'État de droit est en train d'être questionnée. Et le fond de l'histoire, merci au professeur Martin Zizi de le rappeler, c'est que l'empoisonnement et le fait d'attenter à la vie d'autrui, si c'est fait en masse et en le sachant, cela devient un crime contre l'humanité, c'est-à-dire imprescriptible et passible de la peine de mort ou réclusion à perpétuité, en plus du reste, selon les législations nationales. Et donc, ceux qui nous attaquent, qui nous oppriment, qui nous privent de nos droits depuis toutes ces années, sont passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Donc on comprend qu'ils sont absolument sans état d'âme, ils sont désespérés, ils sont aux abois. Mais rappelons avec Péonia, que je vous conseille de suivre sur X, que les dictatures ne peuvent pas être mises en place sans le soutien des masses. Ce soutien est d'abord testé, vérifié, ensuite amorcé grâce aux idiots utiles, aux profiteurs passifs, aux collaborateurs zélés, aux lécheurs, aux lâches silencieux. Les dictatures ne sont pas imposées, elles sont installées avec le consentement direct, indirect, tacite, explicite, intéressé et délibéré des foules, mais plus encore de ce qu'on appelle en marketing les leaders d'opinion, ceux qui font que les foules suivent, parce qu'il y a des figures qui conservent, contre toute évidence, une crédibilité, qui prennent position de manière extrêmement claire pour des choses qui sont inacceptables. Alors, dans le registre, ils nous font boire le calice jusqu'à la lie. Vous savez que l'attribution d'une licence d'exploitation à C8 a été annulée, remplacée par un projet qui, là encore, sent le fumier autant qu'il est possible. Et donc, Michel Simès annonce le lancement d'une chaîne pour lutter contre les fausses informations dans le domaine médical. C'est du foutage de gueule stratosphérique, ça pue autant qu'il est possible, poisse à puire, mais enfin, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge. Et pendant ce temps-là, l'agence France Presque, comme l'a rebaptisé avec esprit le docteur Jean-François Allégard de Marseille, continue son œuvre. Donc Hélène Banoun vient de publier un article scientifique sur le Beyfortus, donc cette injection qu'on impose maintenant, qu'on inflige, devrais dire, aux nourrissons, soi-disant pour lutter contre la bronchiolite. Un article évidemment bien fait, et l'AFP tout de suite a commencé à désinformer à son sujet. Donc je le redis une fois de plus, citant Julian Assange, les vrais criminels de guerre, ce ne sont pas seulement les dirigeants, pas seulement les soldats, mais aussi des journalistes. Nos journalistes prostitués sont aussi des criminels de guerre. Ce sont des vendeurs de mort, ce sont des vendeurs de guerre, ce sont des vendeurs de dictature. Sachons les reconnaître pour ce qu'ils sont et continuer de leur retirer complètement notre confiance, ils sont actuellement en plein effondrement. Alors concluons effectivement en allant à l'essentiel. Claude Janvier a souligné, et combien a-t-il raison, qu'une bonne partie de la population et de nos élites passe aujourd'hui son temps à se réjouir de la mort de civils, d'enfants et de femmes,
comme Nicolas Sarkozy. Cela montre leur niveau de délabrement mental et spirituel. Nous sommes parasités par des va-t-en-guerre ne jouissant que de la détresse d'autrui. Et voilà, nous sommes sur cette ligne de crête extrêmement périlleuse. D'un côté, comme le rappelait, je cite, la deux très grandes dames de la pensée, Simone Veil, la philosophe, pas la politicienne, toutes les décisions qui engagent des vies humaines sont prises par ceux qui ne risquent rien. Et puis Hannah Arendt qui nous rappelle la mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, il nous faut inlassablement poursuivre le combat pour préserver l'essentiel, sachant que la roue tourne, que le vent change et que tôt ou tard, nous serons de l'autre côté de cette extrêmement rude épreuve. En ce qui me concerne, je suis heureux de partager avec vous que le nouveau visage de ma chaîne, avec un nouveau site et plein de nouvelles fonctionnalités, est à bout touchant. Il sera mis en ligne dans les jours qui viennent. Je vous informerai plus en détail demain de son contenu, de l'évolution et des nouvelles fonctionnalités qu'il va offrir. On voit que dès lors que les réseaux sociaux sont extrêmement pollués, non seulement par la désinformation, mais par du trolling. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des messages qui circulent ou des commentaires qui sont laissés dans vos publications ne sont pas produits par des êtres humains, mais par des armées de robots. Eh bien, je vais faire cet effort de proposer à mes abonnés et souscripteurs un réseau social protégé sur mon site où il sera possible d'échanger des contenus, des perspectives et des réactions intelligentes à l'abri de ce bruit extérieur. Bien sûr, ça ne me fera pas renoncer à ma présence sur X et d'autres canaux. Par contre, il me semble essentiel de sécuriser aujourd'hui des espaces en ligne qui échappent à la fois à la censure, mais également à toute cette intoxication. Je vous en dis plus dès que possible. Si vous avez aimé cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir nos efforts avec soit un abonnement à partir de 1 € par mois, soit une donation du montant de votre choix. Et je vous donne rendez-vous tout prochainement pour de nouvelles aventures. On n'a pas le choix, il faut y aller et allons-y haut les cœurs. Allons-y le cœur vaillant, allons-y avec détermination et en sachant ce qui nous inspire et ce pourquoi nous nous battons. Merci.